Tous ceux qui ont aménagé leur fourgon ont dû passer par cette étape et bon nombre d'entre eux l'ont foiré. Et moi le premier. Parce qu'établir un budget d'aménagement, c'est tout sauf simple lorsqu'on se lance dans cette aventure pour la première fois. Les raisons de se rater sont quasiment infinies. Les prix peuvent évoluer entre le moment de l'établissement du budget et l'achat du produit, on peut sous-estimer les besoins, on peut se tromper dans la sélection du matériel, on peut oublier certains coûts tels que les frais de port ou l'outillage nécessaire à l'aménagement par exemple, etc., etc. Dans ce domaine, comme dans tous les autres pour un aménagement, il faut anticiper, être organisé et minutieux. Parce qu'il n'y a pas de règles que l'on peut appliquer comme ça sans se casser la tête. Tout simplement parce que, même si les principes d'aménagement sont communs, aucun van aménagé ne ressemble à un autre. Je ne vais pas vous fournir un budget tout cuit, mais plutôt essayer de limiter au max les risques de sous-estimer le vôtre et de vous retrouver en galère. Je n'aborderai pas ici la question du véhicule porteur, ni le cas des aménagements sommaires pour partir en week-end 4 fois par an. Je vais me concentrer sur l'établissement du budget d'un aménagement complet. Établir le budget d'un aménagement complet, c'est déjà lister les étapes. On a le nettoyage et les petites réparations de caisse, l'isolation phonique et thermique, les ouvrants, la cloison de séparation ou des sièges pivotants ou rien du tout, le plancher, l'habillage des cloisons, les meubles, que ce soit des caissons hauts ou des meubles bas, le lit, la douche, le circuit d'eau potable, le circuit d'eau usée, la cuisine, le gaz éventuellement, le chauffage, l'électricité, la décoration, et après, différents petits trucs extérieurs comme un marchepied, un auvent, une galerie de toit, et puis bien sûr toute la visserie nécessaire et le récap de l'outillage. Je rajouterai à la fin les étapes d'homologation VASP pour ceux qui veulent y aller. Normalement, cette liste est quasi exhaustive. Elle est basée sur mon expérience. Par contre, toutes les étapes ne sont pas indispensables, et à titre personnel, il y en a certaines que j'ai laissées de côté, comme le gaz par exemple. Après, ça va bien entendu dépendre de votre programme. Mais pour un vrai aménagement dans lequel on va pouvoir voyager longtemps dans de bonnes conditions, on pourra difficilement échapper à toutes ces étapes, et c'est surtout le dimensionnement et le choix des matériaux et matériels qui feront la différence. Je n'aborde pas non plus la question des accessoires du quotidien, tels que la vaisselle, les couverts, les casseroles, les chaises et tables extérieures, etc. Ça, c'est plus de l'équipement que de l'aménagement. On va maintenant regarder en détail chacune de ces étapes et faire la liste du matériel à chaque fois. En description de la vidéo, vous trouverez un PDF à télécharger qui contient l'ensemble de ces matériaux et matériels, ainsi qu'un tableau Excel qui vous permettra de faire une première estimation de votre budget. On commence par le traitement de la caisse. Vous n'en aurez pas vraiment besoin pour un véhicule neuf. Pour un véhicule d'occasion, il vous faudra des produits nettoyants, des outils électriques et manuels pour enlever les points de rouille, du produit préventif de rouille et de la peinture pour tout couvrir ensuite. Après, on passe à l'isolation. Je vous renvoie vers les 2 vidéos que j'ai réalisées pour plus de détails sur ce sujet. Dans un premier temps, il faut déterminer si on veut isoler phoniquement. Alors c'est un peu un abus de langage, parce qu'en fait il s'agit surtout d'éviter les vibrations de la tôle. Ces vibrations transmettent les sons extérieurs et génèrent des nuisances. Et ça devient encore plus difficile en cas de grosse pluie. Si on choisit d'isoler, on va utiliser un matériau comme l'alubutyle, qui est une couche bitumée qui se colle à la carrosserie et une couche d'aluminium par-dessus. On ne la colle que sur les éléments de tôle fine et plate, et on ne recouvre pas la totalité. J'ai recouvert environ 60% de la tôle de Maurice avec et j'ai passé 3 rouleaux de 40 cm par 5 mètres. Ensuite, il y a l'isolation thermique. Là, on a 2 options générales pour ce domaine. Soit une isolation poussée si on veut aller dans des zones au climat extrême, ou une isolation basique pour rester dans des climats tempérés. Ensuite, dans ces 2 options, on a encore 2 sous-options. Tout d'abord, une isolation tout en un du type Armaflex qui va traiter les ponts thermiques, l'isolation en elle-même et faire office de pare-vapeur. Pour un fourgon L3H2 comme le mien, comptez une surface d'un peu moins de 30 m² à traiter. Selon les zones, on utilise des épaisseurs différentes. Pour une grosse isolation comme la mienne, c'est 10 rouleaux de 19 mm, 1 rouleau de 10 mm et 4 rouleaux de jointage. Pour une isolation plus basique, on doit pouvoir s'en sortir avec 6 rouleaux de 19 mm, 1 rouleau de 10 mm et 4 rouleaux de jointage. Mais c'est à vous de tout mesurer pour avoir les bons besoins. La seconde option, c'est l'isolation multicouche. On fait une couche pour les ponts thermiques, du liège projeté en général, une couche d'isolation, fibre naturelle ou panneau en matière chimique, et enfin une couche pour le pare-vapeur qui va empêcher à l'humidité de rentrer et condenser sur la tôle froide, ce qui finirait par créer de la rouille. Pour cette solution, comptez 1 kg par mètre carré par couche pour le liège projeté et un minimum de 2 couches. Mais attention, il faut aussi compter la location du matériel si vous ne l'avez pas, compresseur et pistolet. Il vous faudra aussi des rouleaux de masquage et du polyane pour la protection des zones que vous ne souhaitez pas traiter. Ensuite, prévoyez les matériaux de votre choix pour la surface à isoler, puis la surface pour le pare-vapeur et le scotch de jointage.
Ensuite, on passe aux ouvrants. Il faudra idéalement au moins 2 lanterneaux et 2 baies pour ne pas vivre dans l'obscurité. On peut faire moins, mais au quotidien, ce sera plus compliqué. Pour les ouvertures, il vous faudra du ruban de masquage pour protéger la peinture lorsque vous coupez depuis l'extérieur. Il vous faudra des tasseaux pour confectionner un cadre intérieur et enfin de la colle. Personnellement, j'ai tout collé au Sika 552 AT qui coûte entre 15 et 20 € la cartouche selon les vendeurs. Comptez au moins une cartouche par ouvrant selon la taille. Pour l'aération basse, il faudra 2 grilles anti-moustiques, une intérieure et une extérieure, et parfois de quoi réaliser un conduit en contreplaqué selon l'espace entre l'extérieur de la tôle et l'intérieur côté habillage. Si vous souhaitez passer en VASP, il vous faudra des lanterneaux avec aération permanente dont la surface dépend de la surface de votre véhicule et de la présence d'appareils de combustion à flamme ouverte, pour la cuisson par exemple. Pareil pour l'aération basse. On va aborder maintenant la question de la cloison de séparation. Vous pouvez garder celle d'origine et les sièges d'origine, donc pas de frais. Par contre, ça vous empêchera de passer de la cellule à la cabine et en cas de problème de pouvoir démarrer sans sortir de votre fourgon. Si vous ne voulez pas de cloison, il faudra prévoir des pivots pour les sièges et peut-être remplacer la banquette double passager par un siège simple. Sinon, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas avoir de cloison si on ne peut pas retourner les sièges. Dans tous les cas, si vous voulez passer VASP, ces travaux devront être réalisés par un professionnel avec attestation de montage. Vous pouvez enfin choisir de réaliser une cloison sur mesure comme moi, avec une porte pour accéder à l'avant du fourgon. Dans ce cas, il faudra construire une structure en tasseau et contreplaqué, isolée ou non, avec habillage des deux côtés. Il faudra aussi la porte avec charnière et poignée, serrure et habillage, ou alors tout simplement un rideau. Ensuite, on a le plancher. La plupart du temps, on va poser des tasseaux collés et ou vissés, entre lesquels on pose de l'isolation et un matériau solide par-dessus. Perso, j'ai utilisé de l'OBS de 18 mm. Par-dessus, on posera du parquet, du PVC ou du lino. Pour le bois du sol, pensez à un produit pour le traiter. Votre sol sera inéluctablement confronté à l'humidité et un OBS ou un contreplaqué intérieur qui n'est pas traité va être très sensible à ce sujet. Ensuite, on passe à l'habillage intérieur. La plupart du temps, ce sera des tasseaux collés et ou vissés sur les renforts intérieurs et ensuite habillés par du contreplaqué, du lambris ou des lattes. Ça d'ailleurs, les lattes, c'est très beau avec le noir de l'Armaflex derrière. Si c'est du contreplaqué, l'idéal c'est le peuplier qui a le meilleur rapport résistance-poids. Par contre, il craint l'humidité, il faut donc limiter les ponts thermiques et le traiter. Il faut prévoir large parce qu'il y a pas mal de chutes et donc des pertes. Ensuite, il faudra prévoir une finition par-dessus. Peinture, plaquage, etc. et éventuellement du mastic pour reboucher les têtes de vis si on veut une finition impeccable. Dans le cas d'une isolation Larmaflex, il y a aussi la possibilité d'habiller avec une feutrine étirable par-dessus, collée à la colle néoprène en spray. C'est moins de travail, des coûts plus faibles, mais pas le même rendu. Pour les structures collées, le Sika 552 est parfait. Il en faut pas mal. J'ai passé 6 cartouches pour cette partie, on reparlera de la visserie plus tard. Ensuite, on en vient aux meubles. Il y a plusieurs solutions pour les meubles. On peut faire une structure en tasseau recouverte de contreplaqué fin ou une structure en contreplaqué autoporteuse, le plus souvent en 15 mm. J'ai utilisé la seconde solution pour les meubles hauts et la première pour les éléments bas. Toujours du contreplaqué en peuplier pour limiter le poids. Selon les meubles, il faudra des portes avec des charnières, parfois des vérins, et un système de fermeture qui est obligatoire en VASP. Ensuite, on passe au lit. Pour un lit transversal sur soute arrière, la meilleure solution, ce sont les barres réglables de chez Ikea. Il en faut 3. C'est suffisamment robuste pour ne pas avoir à renforcer le lit dans la soute. Ensuite, on fixe les supports de latte sur ces barres. Personnellement, j'ai en plus fermé entre les barres avec un contreplaqué de 5 mm pour que le matelas ne soit pas directement dans la soute. Enfin, le matelas. Vous pouvez utiliser un matelas du commerce que vous découperez ou faire découper les mousses à la bonne dimension et les habiller ensuite. Pour ma part, j'ai utilisé un matelas Ikea avec housse zippée. J'ai coupé le matelas aux bonnes dimensions et j'ai passé la housse extensible à la machine à 90 degrés pour la faire rétrécir et qu'elle s'ajuste à la nouvelle taille de matelas. Ça fonctionne super bien. Ensuite, on a la question de la douche, pour ceux qui en veulent une. Là, il faut d'abord construire les cloisons. On peut faire une structure en tasseau recouverte de CP de 5 mm en okumi extérieur à cause de l'humidité. Ensuite, on passe les tuyaux d'eau dans une des cloisons. Il faudra aussi un bac à douche avec une bande d'évacuation. Si vous prenez un bac du commerce, il faudra une structure au sol pour le poser. En tasseau et CP okumi de la même manière. Il faudra ensuite une porte ou un rideau pour isoler la douche du reste de l'habitacle. J'ai utilisé une porte à lamelles de chez Carbest, plutôt pas mal esthétiquement, mais franchement, je la trouve un peu cheap et franchement pas facile à monter. Ensuite, il vous faudra habiller l'intérieur de la douche avec un matériau étanche. C'était des dalles PVC clipsables pour ma part. Sinon, vous pouvez passer une couche de résine sur le bois et 3 couches de gel coat pour l'étanchéité. Pour les bricoleurs les plus avertis et les plus rodés à la stratification et à la résine, vous pouvez aussi créer votre propre bac à douche et faire l'ensemble de votre cabine de douche.
Pour les toilettes, vous avez le choix entre des toilettes à cassette ou des toilettes sèches. Dans le premier cas, il vous faudra prévoir un découpage dans la caisse pour accéder à la cassette par l'extérieur. Vous pouvez aussi le faire par l'intérieur, mais le risque d'odeur est plus important. Pour les toilettes sèches, l'idéal est le système à séparation. Vous pouvez l'acheter tout fait ou uniquement un kit et vous fabriquerez le support en contreplaqué. Dans le second cas, il vous faudra aussi de la peinture étanche à l'intérieur et à l'extérieur de la boîte. En effet, la douche peut couler dessus et on n'est pas à l'abri d'oublier de vider le jerrycan à urine. Pour les plus téméraires, vous pourrez faire comme moi et rendre les toilettes escamotables dans un coffre. Il vous faudra donc en plus des glissières à charge lourde et un système de porte. On passe ensuite au circuit d'eau douce. Il faut un réservoir déjà. Le mien c'est un 113 litres sur le passage de roue arrière droit. Il vous faudra tout ce qu'il faut pour le fixer. Et ça, on l'oublie souvent dans le budget. Il faudra aussi des raccords à fixer dans le réservoir, pour l'entrée de l'eau, pour la sortie d'eau et un évent. Il faut aussi une pompe à eau avec un détecteur de pression, ou un interrupteur, mais gare aux oublis et la mise sous pression trop importante. Et en cas de pompe automatique, il faudra aussi un vase d'expansion pour réguler la pression. Vous pouvez aussi choisir de monter une sonde de niveau dans votre réservoir. Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, il faudra un chauffe-eau. Il peut être à gaz, sur gasoil, sur le circuit de refroidissement moteur comme le mien ou encore électrique, ce que je déconseille un peu. Dans le cas d'un chauffe-eau échangeur, il faudra des durites pour aller jusque dans le compartiment moteur, des raccords pour se repiquer sur le circuit du chauffage du véhicule et éventuellement des vannes pour isoler ce circuit en cas de besoin. Si le chauffe-eau est à plus de 1,50 m, il faudra aussi une pompe à eau électrique pour aider la pompe à eau du moteur. Pour le reste, il faudra ensuite bien entendu des tuyaux. Là, on peut choisir des tuyaux transparents armés dédiés à l'eau potable avec des raccords en laiton et des colliers. Sinon, il y a l'option PER, plus solide mais qui nécessite des raccords chers et une pince spéciale. Le cuivre n'est pas une bonne option avec les vibrations. Vous pouvez aussi prévoir une douchette extérieure avec des raccords supplémentaires nécessaires. Il vous faudra aussi un système de remplissage de votre réservoir, la plupart du temps une trappe à l'extérieur avec un tuyau plastique diamètre 40. Si vous voulez une filtration avant réservoir, il vous faudra un système de filtre à 2 ou 3 étages et une connexion sous pression pour le remplissage. Vous pouvez aussi installer une filtration stérilisation en sortie de réservoir pour avoir de l'eau potable en toutes circonstances. Par contre, ça nécessite aussi une filtration avant réservoir. On passe ensuite au circuit d'eau grise. Il faut un réservoir là aussi. Le mien c'est un 113 litres sous la caisse avec tout ce qu'il faut pour le fixer. Là aussi, on l'oublie souvent et c'est vraiment pas cadeau. Il vous faudra aussi les tuyaux d'évacuation pour la douche et l'évier, la plupart du temps 32 mm, avec les raccords et les colliers. Il faudra les raccords à fixer sur le réservoir, entrée douche, entrée évier, sortie d'évacuation et vent. Il faudra aussi un système de vanne manuelle ou électrique et des tuyaux PVC et des fixations pour l'évacuation finale. Le réservoir pourra éventuellement être isolé et ou chauffé par une ou plusieurs résistances. Selon le porteur, la mise en place d'un réservoir sous la caisse impose de déplacer la roue de secours et donc de devoir la fixer ailleurs, comme sur les portes arrière par exemple. Et là, il faut aussi un support. On passe ensuite à la cuisine. Sur le meuble, on a vu ça précédemment, il vous faudra un plan de travail et de quoi le traiter ou le vernir. Ensuite, un évier avec un robinet et une plaque de cuisson. Là, c'est à vous de choisir gaz, électrique ou diesel. Il vous faudra également un frigo. À vous de voir la taille et la contenance, sachant que c'est un des éléments très chers de l'aménagement. Il vous faudra aussi une crédence anti-feu si vous avez un système de cuisson à flamme ou une distance minimum entre la flamme et les matériaux inflammables. Si vous passez VSP, ça sera vérifié. Ensuite vient la question du gaz. Si vous voulez du gaz à bord, il vous faudra réaliser un caisson étanche ou par la soute pour un véhicule VSP avec une aération basse. Le gaz étant plus lourd que l'air, il doit donc s'évacuer par le bas en cas de fuite. Il vous faudra un système de détendeur, idéalement dédié au camping-car, et une lyre pour relier votre détendeur au réseau du gaz interne en cuivre. Sachez que la lyre a une durée de vie limitée. Il vous faudra aussi tout le circuit de gaz en cuivre. C'est pas idéal pour les vibrations, mais dans ce cas, il n'y a pas d'autre solution. Et une vanne de coupure pour chaque appareil. Ensuite, il faudra des raccords pour chaque appareil. Si vous passez VSP, votre circuit de gaz sera vérifié en détail et testé pour les fuites et tous les éléments branchés devront être aux normes pour les véhicules de loisirs, donc pas de gazinière grand public ou de chauffe-eau au gaz grand public aussi. Pour le chauffage, vous avez le choix entre le gaz et le gasoil. L'électricité n'est pas une solution, sauf si vous êtes branché en permanence au réseau. Pour le gaz, tous les modèles sont homologués et doivent faire l'objet d'un montage minutieux, idéalement par un professionnel. Pour le gasoil, vous pouvez prendre un système certifié, obligatoire en VASP, ou une version chinoise. C'est à vous de voir. En plus, il vous faudra de la gaine pour le circuit de ventilation intérieure, avec des raccords, des réducteurs, des bouches de sortie dans l'habitacle et de quoi les fixer. Il vous faudra aussi du scotch alu pour assembler tout ça parfois. On sous-estime souvent le coût de tout ce matériel pour un aménagement. Selon le cas, vous devrez percer le plancher pour un chauffage gasoil ou la carrosserie pour l'évacuation du gaz brûlé.
Pour les chauffages gasoil, il faudra le plus souvent prévoir une platine épaisse en alu pour éviter que la chaleur endommage le plancher. On passe au gros morceau de l'électricité. Au niveau du matériel, on n'est pas obligé de tout avoir, mais voilà la liste. Batterie, panneaux solaires, chargeur solaire MPPT, coupe-circuit solaire, chargeur alternateur, coupleur séparateur ou booster DC-DC, convertisseur, distributeur de puissance, coupe-circuit, porte-fusible et fusible, boîtier de distribution et de commande simple ou électronique, tableau 230 volts, disjoncteur différentiel 30 mA, déclic sur chaque circuit, prise 230 volts, prise USB et ou 12 volts de type allume-cigare, système de monitoring avec un shunt et l'éclairage en 12 volts. Ça, c'est vraiment pour le matériel de base. Ensuite, il faudra tout le petit matériel. Tout d'abord du câble. Diverses sections selon l'intensité de vos chargeurs et consommateurs. Et ce câble est très cher pour les sections importantes, à partir de 35 mm². Il vous faudra aussi des cosses de différentes tailles, de la gaine thermorétractable, des bornes de type Wago, parce qu'on ne met pas de sucre à cause des vibrations, des cosses raccords thermorétractables, des fois on a besoin de rallonger un câble, des raccords MC4 pour les panneaux solaires, des attaches de type Serflex, une prise P17 pour le raccordement au réseau, éventuellement des relais et de la gaine pour tirer les câbles. Il faudra aussi un système pour passer les câbles solaires par le toit. Au niveau du petit matériel, on sous-estime toujours le coût final. Prenez au moins 20% de marge en plus sur le coût, voire 30%. Après on a la décoration, et là c'est à chacun de voir, mais c'est un poste à chiffrer. Ensuite il y a le marchepied qui est obligatoire en VSP. On peut prendre un modèle électrique qui se fixe sous la caisse, mais attention, on l'accroche facilement sur la route. Sinon, il y a des marchepieds tout bêtes à 10 €, mais il faut vérifier leur taille pour le VSP. Ensuite, il y a le haut-vent. C'est un matériel absolument nécessaire en été. On peut acheter et monter un haut-vent de type camping-car, entre 700 et 1500 €, ou alors faire comme moi son propre haut-vent. Un rail spécial, un tissu étanche sur lequel on coud un jonc et des bandes de galon en PVC. Ensuite, 2 barres rétractables pour soutenir le haut-vent, 2 cordes et 2 sardines pour fixer les cordes dans le sol, pour un total de 150 € environ. Mais il faut dans ce cas une machine à coudre. Enfin, on a la galerie de toit. Là, on peut soit acheter des barres de toit comme moi, ou une galerie adaptée et prête à poser. On peut aussi la faire fabriquer à un chaudronnier, ou la faire soi-même si on est à l'aise avec la soudure. On peut aussi s'en passer et tout fixer directement sur le toit, mais les panneaux solaires vont bien moins marcher parce qu'ils chaufferont plus. Et puis franchement, coller des panneaux solaires, ça crée un vrai risque de les perdre sur la route. Et l'avantage de la galerie, c'est qu'on peut y monter dessus et y fixer d'autres trucs. Mes 3 barres m'ont coûté 190 €. Si vous voulez passer en VSP, il vous faudra passer au contrôle Caligaz, 360 €. Et même si vous n'avez pas de gaz, il faudra ensuite le COC du constructeur de votre véhicule. Ça dépend du constructeur, mais prévoyez une cinquantaine d'euros. Ensuite, le contrôle à l'Adréal coûte un peu moins de 90 €. Et puis, il vous faudra refaire une carte grise. Ensuite se pose la question de la visserie. C'est un budget non négligeable, il faudra bien s'organiser en limitant le nombre de tailles et en achetant des grosses boîtes. En tout, j'ai passé un budget de l'ordre de 200 € entre les vis à bois, les vis autoforeuses, les vis inox, les écrous-boulons auxquels il a fallu rajouter les rivets pour certains usages. Au niveau de l'outillage, voilà une liste à peu près exhaustive. Si vous utilisez du liège projeté, il vous faudra un compresseur et un pistolet. Pour le bois, il faut une scie radiale, une scie circulaire avec des guides, une scie sauteuse, une visseuse perceuse, des embouts, un porte-embout aimanté pour gagner du temps et des forêts à bois. Ensuite, un jeu de scie cloche, une défonceuse, une ponceuse et idéalement un multi-outil. Pour ces outils, si vous partez sur batterie, prenez tout dans la même marque. J'ai tout pris en Heinel et j'en suis très content. Pour le matériel à main, un jeu de ciseaux à bois, une scie à bois, un rabot et des limes à bois. Pour tout ce qui touche à la carrosserie, il vous faudra des lames de scie sauteuse pour la tôle ou une grignoteuse. Il faudra aussi une meuleuse, des fourrés acier, des limes acier et un jeu de scie cloche acier. Pour l'électricité, il vous faudra une pince à dénuder, un jokari, une cisaille, un jeu de tournevis isolé, une pince à sertir manuelle, une pince à sertir hydraulique pour les gros câbles, un jeu de pince électricité isolé, un décapeur thermique pour serrer les gains thermaux, ainsi qu'un multimètre. Pour l'outillage généraliste, il vous faudra un marteau, une pince multiprise, une pince étau, une pince enrivée, un jeu de tournevis toute taille et toute forme, un jeu de clé Allen, un jeu de clé Torx, un jeu de clé à cliquer, un jeu de clé plate, un mètre, une ou plusieurs équerres, des serre-joints, des guides de perçage, des guides d'assemblage pour le bois, des crayons bien entendu et en quantité, un pistolet à cartouche pour la colle, un pistolet à peinture si vous voulez peindre, des pinceaux, des rouleaux, des couteaux à enduire et des cutters bien entendu. Pour finir, prévoyez une bonne quantité de scotch de masquage, vous vous en servirez souvent. Voilà, avec tout ça, vous devriez limiter pas mal le risque de sous-estimation, mais il restera quand même présent. Et si vous voulez comprendre les étapes pour un aménagement de van, cette vidéo devrait vous intéresser.
Allez, à la semaine prochaine. Ciao.